Bonjour, ici Florence Lamoureux et bienvenue à votre émission Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, j'ai la chance de recevoir plusieurs invités, dont Rosalie Saint-Onge qui nous parlera de l'évolution du métier de DJ à travers les années, Coralie Manta qui nous donnera plusieurs informations au sujet de la compagnie de vêtements #Chloé, Gabriel Tremblay nous parlera de l'organisation culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Bombardier qui nous parlera des ateliers de rire à Edmonton, Alexandre Bonneau qui abordera l'expérience de tournage d'Alexandre Malenfant. Mais avant tout, je commence avec Raphaël Roy qui nous parlera de la comédie musicale du Cégep de Jonquière. Bonjour Raphaël. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui le capitaine de ce gros bateau? Celle qui dirige la comédie musicale du Cégep cette année, c'est Myriam Beauchemin qui est la metteur en scène de La Belle et la Bête. Est-ce que la comédie musicale, je sais que ça implique un long processus de création, mais est-ce que tu pourrais nous parler d'abord de la sélection de la distribution? C'est, comme tu l'as mentionné, un très long processus. C'est 15 heures d'audition réparties sur 3 jours. Et par la suite, il y a 3 heures de délibération qui se fait. Et le jury est composé de la directrice technique, la directrice de production, de Myriam Beauchemin elle-même, de l'assistant metteur en scène et de la coach en chant. Puis c'est quoi les réalités que le jury doit faire face lors des auditions? Il y a 2 réalités. D'abord, il doit vivre avec la réalité qu'il y a moins de garçons qui auditionnent que de filles. Donc, des fois, on a plusieurs rôles masculins, mais on n'a personne pour les combler. Il faut que ce soit une fille qui fasse le rôle masculin. Mais cette année, Myriam se dit satisfaite parce que tous les rôles de gars sont joués par des garçons. Donc, ça va bien à ce niveau-là. Sinon, la deuxième réalité, c'est que souvent, pour le même personnage, il y a plus qu'une personne qui auditionne pour l'audition. Donc, des fois, il faut trancher, c'est sûr qu'il faut trancher le meilleur, c'est qui, puis y aller avec ça, puis rester impartial aussi, pas voter pour son ami, puis tout ça. Donc, il faut vraiment... c'est ça. Est-ce que les comédiens doivent pratiquer longtemps? Ils pratiquent quand même 175 heures entre aujourd'hui et le délai des spectacles parce qu'il est très court. Il est de 4 mois. Ils pratiquent 2 fois par semaine, donc à peu près 8 heures par semaine. Donc, c'est beaucoup de travail. Puis, à quoi ressemblent les derniers jours avant les représentations? C'est vraiment là, le sprint final, là, excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'est vraiment ça. Ils pratiquent tous les soirs, très, très tard. Et ben, c'est ça, c'est 90 personnes en tout qui travaillent sur la production. Donc, ils n'auront pas beaucoup de sommeil les derniers jours avant. C'est beaucoup de travail, mais merci beaucoup, Raphaël. Ça me fait plaisir, merci. Nous sommes maintenant de retour avec Alexandre qui va nous parler de l'expérience de tournage d'Alexandre Malenfant. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par nous dire c'est qui, en gros, Alexandre Malenfant? Bien sûr, Alexandre Malenfant est une jeune adolescente de 15 ans qui vit à Arvida et qui étudie à l'école secondaire de Kenogami en 5e secondaire. Puis est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi le rôle d'Alexandre dans le tournage? Oui, en fait, elle était figurante dans le film La disparition des Lucioles et son rôle était de s'asseoir aux côtés de l'actrice principale, Karel Tremblay, ou encore de passer à côté d'elle dans les couloirs de l'école. Puis est-ce que tu peux nous dire c'est quand qu'il y a eu lieu ce tournage-là et quand? Oui, en fait, le réalisateur s'appelle Sébastien Pilote et il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'il a voulu tourner son long-métrage dans le secteur de Chicoutimi dans la saison estivale 2017. Puis comment Alexandre elle a trouvé son expérience de tournage? Est-ce qu'elle a aimé ça? Oui, elle a beaucoup apprécié parce qu'elle a pu rencontrer les acteurs en chair et en os. Elle a aimé savoir ce qui se passait réellement derrière les écrans de télévision et voir le jeu des caméras. Elle dit qu'elle a vraiment apprécié son expérience, qu'elle l'a trouvée enrichissante et amusante et que si elle avait la chance de le refaire, elle le ferait sans hésiter. Puis est-ce qu'Alexandre elle a déjà eu des expériences comme ça dans le passé? Oui, en fait, Alexandre, dans son jeune temps, elle faisait du théâtre et elle m'a même confié qu'elle trouve que ça l'a beaucoup aidé à rester dans son rôle durant le tournage parce qu'elle trouve que les 2 expériences sont vraiment similaires. Puis est-ce que lors du tournage, elle a éprouvé certaines difficultés? Oui. Elle me dit que son plus grand obstacle durant le tournage, en fait, c'était sa gêne parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas pu vivre son expérience à fond puis elle n'a pas pu montrer quelle jeune actrice elle était vraiment. Puis elle dit que c'est vraiment plus stressant et gênant de jouer dans un film que de jouer dans une pièce de théâtre parce que dans un film, ben c'est toute une équipe au complet qui te dit comment tu dois agir puis comment tu dois être placé et comment tu dois être tout court. Puis elle trouvait ça vraiment gênant. Ah, mais super, merci beaucoup, Alexandre. C'est maintenant au tour d'Olivier de nous parler d'une entreprise du rire qui a fait son apparition à Edmonton. Bonjour, Olivier. Salut, Florence. Premièrement, c'est quoi cette entreprise-là? Bien, dans le fond, Maud Bombardier, une jeune entrepreneur de 29 ans, a décidé de créer sa propre entreprise en septembre 2018. Son entreprise se nomme The Laughing Hour. Ça consiste à faire des exercices du rire. Donc, on va rassembler un bon nombre de personnes. On va faire des exercices de fou rire. On va faire rassemblant de sourire et de rigoler.
Après la séance, on va être plus détendu puis on va se sentir bien. Puis pourquoi est-ce qu'elle a décidé de créer cette entreprise-là? Bien, Maude, elle a entendu parler pour la première fois du yoga du rire sur l'île d'Hawaï en 2011. Elle voulait absolument créer son entreprise, mais malheureusement, elle était à l'université puis elle ne pouvait pas se permettre ce genre de projet. Donc, mais c'était sur sa bucket list. Puis après ses études et après avoir fait des expériences dans le yoga du rire, elle s'est lancée à 100% en septembre 2018 dans son entreprise. Puis c'est à qui que ces ateliers-là sont destinés? Maude le dit super bien, c'est pour tout le monde. Elle loue un local à chaque semaine où il y a plein de groupes d'âge qui vont venir exercer les exercices de rire. Mais Maude va se déplacer dans les écoles primaires, dans des résidences pour personnes âgées et dans des entreprises aussi. Puis c'est quoi les critiques à la fin des séances? Maude, elle a juste des commentaires positifs. C'est sûr qu'au début de Laughing Hour, c'est un peu gênant parce qu'on va faire des exercices du rire un peu gênants. On rit à rien. Mais après la séance, le monde va avoir tellement un bienfait que ça va leur apporter juste du plaisir. Est-ce qu'elle a un objectif, une mission? Oui. C'est de montrer à quel point The Laughing Hour, c'est une pratique accessible, facile, puis qu'il y a juste des bienfaits à ça. Elle veut que ça soit une activité quotidienne qu'on fait à chaque semaine. Puis où est-ce qu'on peut la suivre? Maude, on peut la suivre sur son site Internet sur www.thelaughinghour.com ou sur son Instagram @funoclock. Super, merci beaucoup, Olivier. Merci, Florence. Nous sommes de retour avec Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous parles de l'organisation Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est? Oui, en fait, j'ai parlé avec Gabrielle Desbiens, la directrice de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, et elle m'a expliqué que l'organisation est un pôle sectoriel dans le domaine de la culture, vise à la protéger et aussi à la mettre en valeur. Puis comment ça fonctionne? Ça se divise en 4 volets. Premièrement, il y a le volet concertation. C'est un encadrement de plus de 200 organismes de culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi, ça met en lien avec d'autres secteurs comme la santé, par exemple, ou bien la numérisation. Donc, ça permet de faire des projets interdisciplinaires. Ensuite, il y a la formation continue qui vise à ce que tous les travailleurs qui travaillent dans le domaine de la culture soient formés et développent de nouvelles compétences et conservent leurs compétences. Ils ont ensuite la communication. C'est le pôle de l'information. Donc, tout ce qui a trait aux formations, tout ce qui a trait aussi au financement, mais aux bourses, se retrouve à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tout ce qu'on a besoin pour fonder un projet se retrouve à cet endroit. Finalement, il y a aussi la représentation. La représentation, c'est s'assurer que tout soit bien représenté, que la culture soit mise de l'avant comme un agent de développement aux plus hautes instances du gouvernement, donc à nos élus politiques, mais aussi à la communauté. Finalement, c'est quoi qu'on doit faire si on veut avoir plus d'informations? Le plus simple, c'est de se rendre au culturesaguenaylac-saint-jean.ca, tout ça en un mot, bien sûr. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires, non seulement pour fonder votre projet, mais aussi pour rentrer en contact avec l'équipe, que ce soit par courriel ou par téléphone. Ils sont très, très accessibles et c'est très facile de le faire. Super. Puis quand tu es allé rencontrer Mme Desbiens, est-ce qu'elle était sympathique? Absolument. Ça a été une rencontre mémorable. Elle a été très gentille et encore une fois, extrêmement accessible. Super. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Nous sommes de retour avec Coralie qui nous parlera de la compagnie de vêtements nommée #Chloé. Bonjour, Coralie. Bonjour. Pour débuter, est-ce que tu peux nous parler un peu de la compagnie? Oui, donc dans le fond, c'est Chloé Marceau, une jeune entrepreneure de 25 ans. Elle a créé sa compagnie il y a 2 ans et demi où elle vend des vêtements, elle vend des chandails, des pantalons, des maillots de bain, des tucs, etc. Elle vient tout juste de sortir un tout nouveau T-shirt où il est écrit il y a égoïste avec en dessous 2 gaufres égaux. C'est inspiré de Stranger Things. Puis est-ce qu'elle a de l'aide pour tout gérer cette compagnie-là? Non, les gens lui proposent souvent de l'aide, mais elle refuse quand les gens commandent sur Chloé. Donc, selon elle, il faut que ce soit Chloé qui emballe leur commande. C'est elle qui fait le dessin du chandail. Elle l'envoie à la compagnie de production. Après ça, elle approuve le produit final. Elle doit aussi tout emballer les commandes, puis elle en fait elle-même la promotion. Puis est-ce qu'elle songe à demander de l'aide si un jour sa compagnie continue encore plus à grossir? Oui, sa charge de travail n'arrête pas d'augmenter ces temps-ci, surtout à Noël. Elle songe d'ailleurs à s'ouvrir un magasin ici à Jonquière, donc ce qui l'obligerait à avoir des employés, mais pour l'instant, ce projet-là est seulement dans sa tête, c'est pas encore mis sur pied. Puis est-ce que cette compagnie-là, c'est son seul travail ou elle a autre chose pour avoir de l'argent?
Elle a aussi une chaîne YouTube, un blog Facebook et un compte Instagram où elle collabore avec les compagnies, fait que ça lui prend beaucoup de temps. D'ailleurs, elle collabore beaucoup avec Ardennes, pour qui elle est modèle présentement. Elle aimerait aussi pouvoir faire des chandails en collaboration avec eux, sans toutefois lui vendre sa compagnie, parce que c'est important pour elle, elle veut la garder. Mais ça dépend pas d'elle, ça dépend seulement d'Ardennes, elle ne peut pas décider ça elle-même. Puis comment elle a décidé de débuter sa compagnie? C'était un hasard. Elle a fait un chandail où il était écrit « Garde la pêche ». Elle l'a mis sur ses réseaux sociaux et ses amis l'ont aimé et ont dit fais-moi-en un, je vais payer pour. Fait après ça, tout a déboulé puis elle a commencé à en vendre tout le Québec. Ah, mais super, merci beaucoup, Coralie. Ça fait plaisir. C'est maintenant au tour de Rosalie de nous parler de l'évolution du métier DJ à travers les années. Bonjour, Rosalie. Bonjour. Premièrement, dans le métier de DJ, c'est quoi qui a le plus changé à travers les années? Dans le fond, selon Stéphane Saintonge, qui pratique maintenant ce métier-là dans ses temps libres, le changement le plus remarquable se trouve au niveau économique. En effet, lorsqu'il était jeune, il devait débourser de l'argent pour pouvoir produire de la musique. Dans le fond, il explique que l'enregistrement, l'achat de CD, de vinyle, ça coûtait environ 200 $ par semaine à l'époque. C'est plus qu'aujourd'hui, là, tout se fait par téléchargement et par abonnement, ce qui coûte beaucoup moins cher. Puis les DJ d'aujourd'hui n'ont plus besoin de se trouver avec des ordinateurs portables. Est-ce que c'est moins difficile qu'avant, être DJ? Non. C'est sûr qu'on peut observer quelques différences dans la manière de procéder. Par exemple, M. Saintonge expliquait lors de l'entrevue que les DJ d'aujourd'hui n'ont plus besoin toujours de se trouver aux côtés de leur table de mixage. Tout est rendu automatique. Dans le fond, avoir des clés USB avec des chansons préenregistrées puis des tables de mixage, c'est tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il n'y a plus besoin d'ordinateur portable. Avant, il ne fallait vraiment pas quitter son poste non plus parce qu'avec les vinyles, c'était pas possible. Il en reste tout de même que c'est un travail qui demande beaucoup de pratique, de création et d'idées. Puis est-ce que le métier de DJ, c'est plus difficile pour le corps en étant plus âgé? Oui, M. Saintonge, qui est âgé de 51 ans aujourd'hui, affirme qu'il serait plus capable d'y arriver physiquement. C'est pour cette raison qu'on aperçoit beaucoup de jeunes adultes dans ce métier-là, parce que quand le corps vieillit, c'est vraiment plus demandant qu'on le pense. Puis même lorsqu'il était jeune, Stéphane ne pouvait pas travailler à tous les jours, là, ça lui prenait des congés. Là. Est-ce que c'est un métier qui est bien rémunéré? Avant, ça l'était moins, parce que c'était vraiment pas populaire d'être DJ, puis c'était vraiment... C'était pas bien payé, mais étant donné que ça coûtait de l'argent pratiquer ce métier-là, il fallait vraiment être bien rémunéré, donc avoir un bon manager, comme on dit. Par conséquent, aujourd'hui, il faut vraiment avoir une touche personnelle et unique pour avoir beaucoup d'argent avec ce métier-là. Super, merci beaucoup, Rosalie. Ça me fait plaisir. Je tiens à remercier tous les journalistes qui ont été présents avec nous aujourd'hui, dont Coralie Manta, Gabrielle Roy, Rosalie Saintonge, Olivier Bombardier, Alexandre Bonneau et Raphaël Roy. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui.